Bonjour et bienvenue à cette première émission d'Accès Rouge et Or, une émission consacrée entièrement au programme Rouge et Or. Et dans tout mon programme, il y a évidemment les athlètes qu'on vous fera découvrir, les entraîneurs qui seront là pour nous parler de leur sport, mais également de leur parcours avant de rejoindre l'Université Laval. Et il y a un lieu aussi qu'on vous fera visiter auquel vous n'avez jamais eu accès. Je vous en dis pas plus. On commence tout de suite l'émission avec Mélissa Nguy, qui a remporté l'année passée le titre de recrue de l'année pour l'équipe de soccer. Ce segment de l'émission est une présentation de Tanguy. Notre plus grande qualité, c'est le service. Mélissa, bienvenue. Merci d'être avec nous. Tu commences à jouer au soccer. Tu as 8 ans à Charlebourg, dans ton quartier d'enfance. C'est tes parents qui t'ont inscrit. Comment le sport, le soccer, en fait, est devenu pour toi un sport que tu as joué compétitif, que tu es passé de la petite fille qui jouait dans son quartier au Dynamo de Québec? Ben, c'est sûr que ça part avec une gang d'amis que c'était tout le temps un peu avec les mêmes gens, puis là, tu commences dans le A, après ça tu suis tes amis dans le compétitif, puis par la suite c'est les coachs, les entraîneurs 3A qui te dépistent. Okay. Ils t'invitent à faire participer au camp d'entraînement, au camp de sélection. Puis ensuite, si tu fais l'équipe, ben, ça devient une habitude. Tu prends goût au compétitif, à la compétition, à gagner. Puis si tu fais une gang d'amis que tu continues à suivre tout le temps, c'est ça qui m'a amené à jouer 3A. J'ai commencé à 13 ans dans le Dynamo de Québec. Okay. Puis ensuite, tu es allé à Cardinal-Leroy, tu as fait le sport-études. Est-ce que c'est toi qui as demandé à tes parents d'aller au sport-études? Est-ce que tes parents voulaient que tu joues compétitif? Comment ça s'est passé? Ben, c'est sûr que mes parents m'ont toujours encouragée dans le sport. En effet, c'est moi qui leur ai demandé d'aller dans le sport-études. Eux préféraient que je commence mon école dans une école en français parce que j'arrivais de mon primaire en anglais. Okay. Puis ils trouvaient que c'était beaucoup le soccer, apprendre à étudier en français, c'est différent. Mais toutes mes amies, comme je dis, tous mes amis du 3A étaient là, alors j'ai commencé sport-études en secondaire 2. OK. Ensuite, tu commences le CNHP. Peux-tu expliquer aux gens un peu c'est quoi le CNHP? Oui, le CNHP, c'est un sport-études. C'est le même principe que le sport-études à Québec, à Cardinal-Leroy. Ouais. On a des entraînements l'après-midi à chaque jour au lieu d'avoir des cours. Sauf que c'est un sport-études d'un niveau supérieur, on peut le dire. C'est tous des gens qui ont fait partie des équipes du Québec, OK. qui ont été invités à participer aussi au CNHP. Ils se trouvent à Montréal. C'est sûr que c'est une grosse décision à prendre. Il faut que tu abandonnes un peu ta famille et tes amis. Puis que tu vas habiter dans une famille d'accueil que tu connais pas du tout. C'est Okay. un nouveau milieu. Là, fait que... Ça, c'était pour un an? Oui. OK. Puis ensuite, tu es allé jouer pour le Cégep Garneau, les Ouais. Élans. Tu as joué pendant 3 ans. Pendant la première année, tu t'es empêché de jouer à cause d'une blessure. Corrige-moi si je me trompe. Oui, c'est ça. J'ai joué la première année que j'étais arrivée au Cégep, j'ai pas pu jouer parce que j'étais blessée. OK. Puis les 2 autres années, j'ai participé au championnat avec Garneau. Et ensuite, tu commences ici à l'Université Laval. Est-ce que pour toi, c'était une suite logique de venir jouer à Laval ou si c'était le calibre de jeu qui t'a fait choisir l'équipe ici? Bien, c'est sûr que l'ambiance d'équipe à Laval est vraiment extraordinaire. L'esprit d'équipe est parfaite, là, si je peux dire ça. Puis dans les autres universités, c'est vraiment différent. Puis en même temps, si tu peux avoir la chance de jouer à Québec plutôt qu'ailleurs, c'est beaucoup moins de dépenses inutiles. Puis encore là, Elder, je le connaissais d'avance parce qu'il m'a coaché à sport-études, fait que c'est sûr que j'étais attirée vers l'université. Parallèlement à ton sport, le soccer, il y a évidemment ton parcours académique. Tu étudies actuellement en génie mécanique. Est-ce que tu as une vague idée de ce que tu veux faire une fois que tu auras terminé ton bac? C'est sûr que ça reste encore très vague parce que je viens de commencer mon bac. J'ai fait une session cet automne. Je suis pas été à l'école cet hiver, que c'est seulement ma 2e session. Mais je pense que j'aimerais ça me spécialiser peut-être en aéronautique ou en aérospatial, mais ça reste encore très vague. Merci beaucoup, Mélissa. Bonne saison. Merci à toi. Cette portion de l'émission était une présentation de Tanguy. Notre plus grande qualité, c'est le service. Le prochain segment, c'est comme avoir un cours privé avec Justin Thier. Pareil. Cette portion de l'émission est une présentation de Coop Zone. Trouvez plus de 35 000 produits dans 10 succursales. On est avec Justin Thier, ancien coordonnateur offensif de l'équipe de football, qui va nous aider à travers quelques capsules à comprendre les stratégies du football et à comprendre des positions aussi. Et justement, aujourd'hui, on démystifie la position de corps arrière, qui est une position qui suscite beaucoup de questionnements, notamment, Justin, quand il vient le temps de lancer la passe. Est-ce que le corps arrière, c'est prédéterminé à qui il va lancer ou si tous les receveurs sont des cibles potentielles? Bon, ben, tout d'abord, la position de corps arrière dans les sports d'équipe est probablement une des positions, sinon la position la plus complexe
qu'on retrouve, c'est une position dans laquelle le carrière doit assimiler énormément d'informations. Donc, pour répondre à ta première question, non, effectivement, quand le carrière arrive sur la ligne de mêlée, il ne sait pas d'avance à quel receveur qu'il va lancer. Donc, il y a différentes choses qui vont l'amener à prendre la meilleure décision possible. Puis, avant toute chose, c'est de dire que toutes ces choses-là qu'on va parler dans les prochaines minutes, le carrière doit prendre sa décision en moyenne, entre 2 et 3 secondes. Donc, ça demande une prise de décision et un très grand sang-froid de la part du carrière. Deux choses très importantes. Le carrière, on parle d'un ensemble d'indices. Donc, il y a plusieurs indices que le carrière doit regarder et deux situations distinctes. Premièrement, les indices qu'il va prendre avant que le ballon soit mis en jeu et les indices une fois que le ballon est mis en jeu. Donc, très important. Donc, le premier aspect, qui est un aspect très négligé en général, que les carrières souvent ont de la misère, c'est avant même que le ballon soit mis en jeu, quand le carrière vient à la ligne de mêlée, il doit regarder la défensive. Donc, tant l'alignement défensif que des mouvements défensifs qui peuvent lui donner beaucoup d'indices sur le type de défensive, le type de couverture homme à homme, couverture de zone, est-ce qu'il y a un blitz qui se prépare, une situation de pression. Ça, ce sont tous des termes que Justin va nous expliquer dans une prochaine capsule. Donc, pour ceux qui ne sont pas certains de comprendre la défensive, ça viendra. Dans un deuxième temps, une fois que le ballon est mis en jeu, encore une fois, le carrière a des indices. Premièrement, ce qui est un peu différent une fois que le ballon est mis en jeu, c'est souvent le carrière va avoir une clé, donc une clé défensive. Par une clé défensive, on parle d'un joueur défensif que le carrière, quelques fractions de secondes, va mettre ses yeux sur ce joueur-là. Et le mouvement ou la réaction de ce joueur-là va lui donner énormément d'informations, encore une fois, à savoir est-ce que c'est une défensive homme à homme, est-ce que c'est une défensive de zone, une couverture de zone. Et donc, ces indices-là, encore une fois, sont extrêmement importants dans sa prise de décision. Puis une fois que le carrière a vu ce qui se dessine devant lui, et il a pris conscience du jeu de la défensive, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va lancer à Mathieu Picard, par exemple, ou qu'il va tenter la longue passe à Julian Feoli? Bon, une fois que toute l'information est prise, donc encore une fois qu'il a bien identifié le type de défensive, le carrière va maintenant faire une progression de lecture qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il va vraiment progresser, il va balayer le terrain, comme si on veut dire, de un receveur, donc souvent on va parler d'une progression de 1 à 4 ou de 1 à 3 ou de 1 à 2, ça peut dépendre du type de carrière. Donc, il va passer de un premier receveur à un deuxième receveur à un troisième. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va opter pour un ou l'autre? On l'a dit. Juste en partant, une couverture homme à homme ou une couverture de zone va amener deux options complètement différentes. Okay. Donc ça, c'est certain que rarement on parle du même receveur pour ce type de couverture-là. Et également aussi, il faut comprendre que la défensive réagit, donc est en réaction. Donc parfois, vont faire en sorte que peut-être que la défensive va enlever, juste par son positionnement, va enlever la première option du carrière. Okay. Donc le carrière va devoir aller à sa deuxième et sa troisième option, tout simplement. Puis tout ça, Justin, il ne faut pas oublier que ça se fait en quelques secondes parce qu'il y a les joueurs de ligne offensive qui souvent sont 200 livres et plus, qui eux cherchent à venir mettre de la pression puis à faire le fameux sac du corps. Oui, c'est souvent quand on parle de progression de lecture ou qu'on parle d'indices, ça se fait très bien sur le tableau, c'est très facile à comprendre. Évidemment, c'est ça. La théorie est fantastique à ce niveau-là, c'est la plus belle théorie qui existe, mais par la suite, la pratique est beaucoup plus complexe car encore une fois, je me répète, mais le carrière a entre 2 et 3 secondes pour tenter sa passe, donc c'est extrêmement difficile. Et en plus, c'est pour conclure, c'est ce qu'on n'a pas parlé, c'est le point que tu amènes, c'est qu'on n'a pas parlé en plus que le carrière doit gérer la pression de la défensive qui fait en sorte que dans certaines situations, le carrière doit se défaire du ballon très rapidement, même moins d'1 seconde, dans certaines situations de pression. Et pour terminer, même dans certains cas, on va avoir un joueur défensif qui va mettre de la pression sur le carrière et aucun joueur en attaque a la responsabilité de le bloquer. Donc, c'est la responsabilité du carrière de savoir que ce joueur-là s'en vient et doit se défaire du ballon en sachant évidemment il veut lancer le ballon avant d'être frappé. Et dans certains cas, il sait qu'il va lancer le ballon et il sait qu'il va être frappé par la suite. Donc, ça prend énormément, c'est vrai. Vous pouvez l'essayer dans le parc, là, si vous voulez, là, vous reculez, vous tentez une passe avec un joueur entre 200 et 250 livres qui s'en vient plein de vitesse, qui vous frappe. Ça prend une attitude et ça prend un type d'athlète très particulier pour jouer à la position de carrière. Ça prend tout un sang-froid. Effectivement. Merci beaucoup, Justin. Ce segment de l'émission était une présentation de Coop Zone. www.zone.coop. La période de questions est une présentation de la boutique Rouge et Or. C'est une question qui me vient de Anne Roy. Pourquoi avoir
avoir choisi le football, si tu n'avais pas pu percer au football, qui aurais-tu choisi comme autre sport? J'aurais choisi le baseball. Je suis bon joueur de baseball aussi, mais j'ai opté le football au secondaire. Une question qui vient de Catherine Laroche. Quels seront les défis pour la saison 2011? Ouais, je pense que c'est répéter ce que j'ai fait l'année passée. Pour une première saison l'année passée, j'ai bien fait ça. C'est à moi de répéter et d'être encore meilleur. Une question de Michel Turgeon. Quelle est ton routine de préparation avant un match? C'est pas long. J'arrive à peu près 2 heures avant le match. Petit tour dans le tailgate. Je prépare mes choses dans ma case. Je vais me faire mes tapings. Je sors sur le terrain. Je passe un peu de temps sur le terrain. Je fais tout du terrain. Donc, un peu de réchauffement. Je visualise mon match. Puis après, je rentre pour les meetings avant de sortir. Es-tu superstitieux? Très loin quand même. Justement, j'essaie de pas trop changer si ça va bien dans le match. Celui qui me tape, si ça va bien pour le match, je le garde. Donc non, j'ai des petites superstitions, j'aime ça. Et écoute, ça fait partie de la game. Merci. Merci beaucoup. On est avec Stéphane Jobin, chargé de communication du Rouge-et-Or. Bonjour Stéphane. Bonjour Adrienne. Stéphane va nous donner les résultats de ce week-end et va aussi nous dire les matchs à venir. Donc, en fin de semaine, il y avait du football, un gros match d'ouverture locale contre les Carabins de Montréal. Absolument. Victoire du Rouge-et-Or, 24-14, ici même au stade TELUS, Université Laval, devant 16 000 personnes. Donc, une belle façon d'entamer la saison locale pour le Rouge-et-Or, qui est maintenant à 2 victoires, aucune défaite. Donc, va disputer son prochain match contre l'autre équipe qui est avec 2 victoires, aucune défaite, ce samedi à Sherbrooke contre le Vert-et-Or. Donc, encore une fois, on devrait avoir droit à un très bon match de football. Retour au stade TELUS, c'est prévu pour le 25 septembre contre l'Université McGill, alors les Redmen qui seront les visiteurs. Et au soccer, il y avait 2 matchs pour nos 2 équipes. Absolument. Les gars ont remporté leurs 2 premiers matchs de la saison. Premièrement, une victoire de 5-1 vendredi soir dernier contre les Stingers à Concordia. Retour ici au PEPS, au nouveau terrain synthétique. Victoire contre Sherbrooke dimanche après-midi, 4-0. Encore une fois, victoire convaincante. Donc, ça va très bien pour les hommes de Samir Grib qui disputeront leur prochain match dimanche contre les Redmen, ici même au PEPS de l'Université Laval. Du côté féminin, ça s'est quand même bien passé pour l'ouverture. Alors, victoire de 4-0 contre les Stingers à Concordia vendredi soir. Retour au PEPS dimanche, un petit peu plus difficile. Les filles qui ont connu un peu plus de difficultés. Défaite de 2-1 contre Sherbrooke. Alors, prochain match pour elles, ça se passe vendredi soir à Bishop. Il n'y a pas d'équipe masculine à Bishop. Donc, le Rouge-et-Or va jouer son prochain match là-bas. Et puis, de retour aussi dimanche là, pour venir affronter McGill, ici même sur leur terrain du PEPS. Et le rugby a bien fait aussi contre Concordia. Belle ouverture en rugby féminin. Alors, le Rouge-et-Or qui affrontait les Stingers, championne provinciale en titre. Alors, victoire de 24-8 dimanche après-midi là, à Montréal. Donc, une belle performance des filles de Bill McNeil. Ça augure bien pour la saison qui s'en vient. Et puis, prochain match, c'est ici à domicile. Ouverture de saison locale le 17 septembre contre Sherbrooke. Donc, samedi prochain. Et au golf, il y avait beaucoup d'actions aussi en fin de semaine. Beaucoup d'actions en fin de semaine. Il y avait l'équipe masculine, une portion de l'équipe masculine qui était du côté des États-Unis pour disputer un tournoi de la NCAA, donc le CCSU Invitational. Alors, le Rouge-et-Or qui l'a remporté par 10 coups. Donc, une belle victoire pour la troupe de Frédéric Théberge. Et puis, il y avait également, qui commençait ce dimanche, la 2e tranche du championnat provincial, donc du RSEQ, qui se déroule du côté du club Halls Head en Estrie. Alors, pas de résultat parce que les golfeurs sont toujours en action aujourd'hui, lundi. Donc, on en aura pour vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Stéphane. On se voit la semaine prochaine pour les résultats. Merci aussi à vous d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine.